BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité, c'est Marie Lecoq, députée bruxelloise pour Écolo, mais aussi secrétaire régionale d'Écolo. Ça veut dire la numéro 1 des écolos en région bruxelloise. C'est comme ça qu'on peut traduire, Marie Lecoq? C'est en tout cas la chance, avec beaucoup d'humilité, de pouvoir être le porte-voix de ce qui se fait aussi au niveau du parti, au-delà de ce qui se fait dans la majorité régionale, qui est peut-être plus mis en évidence. Alors, secrétaire régional d'un parti qui est donc très actif au niveau du gouvernement bruxellois qui va communiquer aujourd'hui les éléments d'un nouveau plan de relance. C'est une législature très chahutée à cause du Covid-19. Est-ce que malgré tout, la feuille de route de ce gouvernement et à l'intérieur de ce gouvernement, la feuille de route des ministres écolos pourra être respectée, Marie Lecoq? Mais bien sûr, parce que je pense que la crise qu'on vient de vivre ici, elle nous a un petit peu tous mis en dessus-dessous et elle nous a en tout cas fait prendre conscience de beaucoup d'éléments que nous avions voulu porter dans la déclaration de politique régionale, donc dans l'accord de gouvernement régional, les questions environnementales, les questions d'espace public, les questions de santé, en fait les questions de qualité de vie. Et ça, je pense que la crise nous l'a rappelé de manière tragique et c'est un des éléments qui va permettre effectivement de continuer à aller plus loin du coup dans l'ensemble des dossiers qui sont sur la table. Alors le plan de relance va être présenté aujourd'hui, donc je peux évidemment pas en dire trop dans la mesure où il y a en même temps une communication du gouvernement, donc je ne voudrais pas leur griller la priorité, mais c'est clair que dans la dernière semaine, il y a quand même déjà des grands éléments, des tendances, des axes qui ont été présentés par le gouvernement. On sait qu'il y a quand même une très très grosse difficulté économique. On sait que par exemple un hôtel sur 2 n'a pas rouvert, que sans doute un hôtel sur 4 est en grande difficulté et pourrait être menacé de faillite. On a parlé de la faillite de peut-être 20 000 petites et moyennes entreprises. On parle de dizaines de milliers de chômeurs en plus en région bruxelloise. Est-ce que la suite de la législature, ça va être tout sur le social, ou est-ce que les écologistes vont obtenir d'avoir quelques marqueurs verts dans le plan de relance aujourd'hui? Il y aura des accents écologistes ou pas? Mais donc, les marqueurs verts sont infiniment sociaux également. Et donc, quand on parle, nous, de redéploiement économique, on parle également de soutien aux travailleurs et aux travailleuses. On parle des allocations sociales. On parle de ce qui est fait dans les CPS. On parle de tout ce qui peut être mis en place. C'est pas la chasse gardée du Parti socialiste, ça? Mais bien sûr que non, sinon on n'aurait pas un accord de gouvernement qui inclut plusieurs partis et sur lesquels ils se sont tous mis d'accord. Donc effectivement, l'écologie politique est profondément sociale et c'est vrai aussi lorsqu'on parle d'axes qui peut-être nous paraissent que verts à nous. La question, je ne sais pas moi, de l'isolation des bâtiments par exemple. Quand on isole des bâtiments, c'est aussi permettre de dégager des marges en fait sur le budget des ménages. C'est pouvoir vivre mieux dans un logement qui permet de vivre correctement. Pour être très concret, on va aider toutes les entreprises ou on va aider plus les entreprises qui ont une démarche vertueuse en termes énergétiques ou de biodiversité ou de développement durable ou de circuits courts, etc. Est-ce qu'on va faire le tri dans ceux qu'on aide ou dans ceux qu'on n'aide pas dans les prochains mois? Alors, les axes ont déjà été vraiment présentés en début de législature. Je pense que l'enjeu, par contre, qui est mis ici fort en avant par la crise, c'est évidemment la question de l'emploi et du chômage qui se posait de manière un petit peu moins accrue avant la crise. Et ça se fait évidemment en lien avec les autorités fédérales également sur les soutiens aux travailleurs et les soutiens aux entreprises. Maintenant, c'est clair qu'à la fois, pendant la crise, on a eu vraiment un engagement fort du gouvernement pour avoir des mesures qui évitent de laisser les entreprises tomber en faillite. Il y a vraiment eu un engagement fort. C'est des centaines de millions d'euros qui ont été engagés, donc plus de 100 millions d'euros qui ont été engagés sur les primes uniques, les primes à 4 000, les primes à 2 000, et qui ont quand même vraiment permis là d'offrir un matelas pour permettre à l'ensemble des entreprises qui rentraient dans les critères, et donc qui n'étaient pas uniquement des critères environnementaux et sociaux par exemple, qui ont permis à l'ensemble des entreprises et des PME de pouvoir sortir la tête de l'eau pendant cette période de crise. Oui, maintenant que ça est fait, on sait que Sven Gatz commence à être un petit peu inquiet, le ministre du Budget, et qu'il a demandé aux partenaires de la coalition et aux ministres en poste de réfléchir à des économies. Vous craignez qu'il y ait des économies sur un certain nombre de projets qui étaient portés par Alain Marron ou par Barbara Trac dans les prochains mois ou les prochaines années?
Je pense que l'engagement du gouvernement, il est clair en fait. On sait qu'aujourd'hui, on est face à une crise qui est environnementale, qui est économique, qui est sociale. Et cet engagement-là, il est pris par l'ensemble des partis. Je pense qu'il serait faux et que les autres partis d'ailleurs seraient assez en désaccord avec ce qui vient d'être dit parce que je pense que l'ensemble des partis se sont engagés profondément là-dessus et c'est répété dans l'ensemble des communications qui sont faites jusqu'ici. Quand on voit d'ailleurs le plan de relance qui va être présenté ce midi, il y a des accents environnementaux, des accents sociaux dans l'ensemble des mesures qui sont présentées par l'ensemble des et qui sont donc partagées par tous les partenaires, si j'ai bien compris votre réponse. Je voudrais vous interroger un instant quand même sur tout ce qui a été mis en place par Elke van der Brand autour de la pratique du vélo. Notamment, on a vu ces derniers jours l'installation d'une piste cyclable sur l'autoroute 40, donc pour la dernière portion, celle entre Evere et Schaerbeek. Vous êtes cycliste, je pense, Marie Lecoq. Vous avez envie de faire du vélo, vous avez envie de faire du vélo sur l'autoroute, honnêtement? En tout cas, j'ai envie de faire du vélo en toute sécurité et avec un espace suffisant. Et je vous assure que sur l'autoroute ou ailleurs, c'est pas vraiment simple. Et encore extrêmement récemment, j'ai eu droit à une merveilleuse chute à vélo parce que l'espace public est aujourd'hui assez mal partagé entre les utilisateurs. Et je pense que c'est ça qui est l'enjeu, c'est de dire il faut que chacun puisse trouver sa place en fonction de son utilisation de l'espace public. Et c'est ça que la ministre Elke van der Brand met en place, c'est de dire les cyclistes, comme les voitures, comme les transports en commun, comme les piétons, doivent avoir un espace suffisant qui leur permet de se déplacer en toute sécurité. Ouais, si on se rend compte qu'aucun cycliste ne veut prendre cette portion de l'E40 parce qu'on est juste à côté des voitures et que c'est quand même pas l'itinéraire le plus bucolique, on va dire ça comme ça, il faudra renoncer à ce projet ou pas? Bien sûr, il y aura une évaluation qui sera faite et donc en fonction de ce qui sera dit dans l'évaluation, on verra si le projet doit être continué ou pas. Et ça, c'est le cas en fait pour l'ensemble des pistes. Je pense que c'est vraiment important à souligner. L'ensemble des pistes cyclables qui ont été mises ici en place dans le cadre d'une mise en place temporaire, c'est valable pour 2 ans. Ça doit évidemment être fait dans le respect des normes et des avis qui ont été donnés par le SIAMU, par la police, etc. Mais ces projets vont faire l'objet d'une évaluation et donc soit l'évaluation est positive et dans ce cas on rentre alors dans une application permanente en suivant tout un certain nombre d'autres règles qui sont plus contraignantes, soit l'évaluation est négative et alors on passe à un autre fonctionnement. Je pense qu'à situation exceptionnelle, on peut imaginer qu'il y ait aujourd'hui des dispositifs exceptionnels dans la ville post-Covid. Oui, et donc ces dispositifs donc évalués dans 2 ans, avec quand même le risque que ça crispe beaucoup d'automobilistes. Je prends l'autre exemple à Schaerbeek, puisque vous êtes schaerbécoise, le boulevard Lambermont, où on va installer une piste cyclable, mais où on va donc fermer une des voies pour les voitures. Ça va pendant le mois d'août et le mois de juillet, parce qu'on n'est pas avec un gros trafic. À la rentrée, ça risque d'être compliqué, non ? Eh ben donc, il faudra voir comment ça s'inscrit dans l'ensemble du maillage, en fait. On fait souvent l'erreur, quand on parle de mobilité, de voir uniquement la voie qui nous concerne. En fait, le trafic n'est pas un fluide comme tous les autres. Et donc, ce n'est pas parce qu'on réduit d'une bande qu'il y a forcément plus qui se concentre sur toute la bande qui est maintenue. Et ça, c'est important de pouvoir le dire. La mobilité, c'est par essence dynamique. Et donc, certains vont peut-être changer de trajectoire, de trajet. Ils vont emprunter d'autres chemins. D'autres vont peut-être prendre d'autres axes de mobilité. Il y a peut-être une mobilité qui va devoir être réorientée à d'autres endroits. Ça, ce sont tous des éléments qu'il faut pouvoir voir de manière globale. Alors, on va quitter cet aspect régional, voire local, et on va prendre un petit peu de hauteur, si vous voulez bien. Je sais que vous êtes très impliqué dans les dossiers internationaux. Bruxelles a son mot à dire dans les grandes relations internationales et dans l'organisation du commerce mondial, ou c'est anecdotique ? Bien sûr, ce n'est pas du tout anecdotique et je pense qu'on a vécu plusieurs moments clés, que ce soit à Bruxelles ou en Belgique de manière générale, avec notamment toute cette opposition sur le CETA à l'époque en Wallonie. Je crois que ça a vraiment réveillé quelque chose dans l'opinion publique, une conscience forte que c'est pas juste des symboles, ça a vraiment du poids. Ça a vraiment du poids, ça a vraiment du poids. Ouais. Si le Parlement ne ratifie pas l'accord n'est pas mis en vigueur. Ouais. Et donc il y a un vrai poids et ça c'est important de pouvoir vraiment être conscient de ça. C'est par ailleurs, nous, une demande qu'on a, c'est de pouvoir être impliqué avant la ratification. Donc, quand il y a un traité international, il y a 3 moments. Hein. Donc, il y a d'abord un mandat qui est donné par les entités, et puis il y a une signature politique, et puis une ratification. La ratification, selon nous, le problème, c'est qu'elle ne peut se faire, évidemment, elle ne se fait qu'à la fin, lorsque le texte est déjà défini. Et donc, évidemment, ça concentre toute une partie des oppositions, puisque c'est le seul moment où les parlements sont invités à donner leur avis. Oui, alors on parle beaucoup en ce moment de l'accord entre l'Union européenne et la Colombie, le Pérou et l'Équateur.
c'est un vieil accord, hein. Il date de 2012, je pense, pour la négociation. Il devait entrer en vigueur en 2017. Il y a quelques parlements en Europe qui ne l'ont pas ratifié, dont le Parlement de la région bruxelloise et le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est-à-dire qu'on est dans les pays qui bloquent. Vous assumez qu'on bloque cet accord. Pourquoi est-ce que vous n'en voulez pas ? Eh bien, moi, j'assume en fait qu'on respecte la déclaration de politique régionale. La déclaration de politique régionale, notre accord de majorité, est très très clair sur les conditions qui font qu'on accepte un accord ou pas et sur les conditions qui font que pour nous, c'est un bon accord et c'est un accord qui amène une qualité de vie et qui est responsable en termes d'environnement. Aujourd'hui, cet accord tel qu'il est là ne respecte pas. Il n'y a pas de mécanisme contraignant sur les clauses environnementales et sociales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand la société civile péruvienne fait un dossier de plusieurs milliers de pages qui retrace toutes les victimes d'assassinats en termes de défenseurs de l'environnement, qui retrace toutes les exactions qui sont faites sur des questions climatiques ou sociales. Eh bien aujourd'hui, la Commission européenne n'est pas en mesure de pouvoir porter ça au niveau du gouvernement péruvien. Et ça, pour nous, c'est un problème. Donc il faut bloquer cet accord. Il faut pouvoir le bloquer dans la mesure où aujourd'hui, il ne répond vraiment pas à ce qui devrait pour nous être un objectif, c'est-à-dire servir une économie qui va respecter l'ensemble des citoyens et qui permet d'avoir une qualité de vie correcte, de bien manger, d'avoir un environnement qui est respirable. L'ensemble de la majorité est d'accord là-dessus ? Il y aura, parce que la région bruxelloise va se retrouver sous pression, comme la région wallonne l'avait été au moment du CETA. Vous êtes prêt à assumer ça ? C'est exact. Donc, il y aura des discussions très certainement en majorité, mais je rappelle que c'est le Parlement qui a le dernier mot sur la ratification des accords. Et donc, a priori, Écolo votera contre. J'ai bien compris. Écolo votera en tout cas selon les conditions qui sont mises dans l'accord de majorité. Toujours en actualité internationale, vous demandez à Pascal Smet d'envisager des sanctions économiques contre Israël. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est l'autre moyen de pression que la région de Bruxelles a sur les questions internationales. Israël a annoncé un plan d'annexion. Alors bien sûr, c'est une annonce, mais le plan est effectif, l'annonce est effective. Et donc ça veut dire que depuis le 1er juillet, Israël se réserve le droit d'annexer des territoires qui aujourd'hui sont occupés par des colonies en Cisjordanie. C'est une violation du droit international qui est claire. Les sanctions économiques de la région bruxelloise, ça fait peur à Israël ? Marie Lecoq ? Eh bien, nous verrons. En tout cas, c'est un test. C'est aujourd'hui vraiment un test de diplomatie internationale qui s'offre à nous. Une dernière question, Marie Lecoq. Il y a des grandes discussions au fédéral. Est-ce qu'on peut envisager qu'on débloque cette situation au fédéral ou vous vous préparez à de nouvelles élections ? Je dois bien vous avouer que ça devient compliqué de répondre quelque chose de consistant à cette question. Je crois que tous autour de la table, on commence à se demander vraiment où tout ça va se terminer. Ce qui est sûr, c'est que nous, on veut négocier sur un projet, sur des éléments. Et donc, s'il y a des partis qui sont OK d'avancer sur les questions environnementales, sur les questions sociales, eh bien, dans ce cas, alors on peut imaginer travailler ensemble et parler ensemble. Et pour Écolo, c'est toujours sans la NVA, si on vous invite à une table ronde ? En tout cas, pour Écolo, c'est toujours avec des partis qui souhaitent avancer et qui partagent un fond comme le nôtre. Je ne pense pas que ce soit le cas de la NVA pour le moment. Donc, il faut comprendre non à votre réponse. Merci beaucoup, Marie Lecoq, d'avoir été notre invitée ce midi. Donc, députée régionale bruxelloise et secrétaire régionale de la régionale Écolo à Bruxelles. Merci à vous et bonne journée.